Eh ben, bonjour et merci à tous d'être venus pour cette présentation. Nous serons vos 3 serviteurs pour les 45 prochaines minutes et allons discuter du standard FHIR et de l'espace européen des données de santé et comment des projets et des nouveaux standards peuvent permettre d'innover dans des hôpitaux et notamment son implémentation au CHU de Toulouse. Je vais laisser mes collègues se présenter et après on pourra passer à la présentation. Bonjour, je suis Guillaume Rongier, ingénieur avant-vente chez Intersystem, spécialisé dans le Fire et le Python. Je ne sais pas si c'est important. Luc Chatti, donc expert Fire. Je suis le patron de l'entreprise Firestein, qui est une entreprise d'expertise et d'expérimentation sur ce standard Fire. Je suis également consultant pour HL7 Europe, sur des projets européens. Et je participe à l'animation de la communauté Hospitals on Fire en France et en Europe. Et je suis Paul Ortega, je suis ingénieur hospitalier en interopérabilité au CHU de Toulouse. Alors justement, le CHU de Toulouse, c'est le premier CHU de France en termes de taille et 4e si on compte les AP, etc. Et en termes de volume, c'est un peu plus d'1 200 000 séjours par an, plus de 600 applications, 220 bases de données à peu près, donc c'est énormément de data à faire transiter entre les logiciels. Et c'est sur quoi je travaille et c'est ce sur quoi nous avons aussi énormément de problèmes avec l'interopérabilité actuelle, puisque les flux sont faits directement entre applications et avec des traductions de référentiels, ce qui entraîne une charge de maintien énorme. Et de là est venu notre questionnement sur comment régler ce problème-là et comment régler toutes les problématiques que nous avons au niveau de l'interopérabilité. On a un besoin d'ouvrir le système d'information à l'extérieur pour permettre par exemple à de la médecine de ville ou le partage de données entre hôpitaux. Mais on a aussi un besoin de sécurisation de la donnée, puisqu'on a des données qui transitent qui ne devraient pas transiter, on a des problèmes d'accès à la donnée. Donc cette sécurisation est un aspect très important, surtout avec le RGPD qui est en émergence, etc. On a également des nouveaux cas d'usage qui arrivent et qui nous demandent une donnée beaucoup plus dynamique que les flux très fixes que nous avons actuellement. On peut penser par exemple aux objets connectés qui demandent des informations en temps réel et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de faire avec les flux actuels. Et enfin on a surtout cette grosse charge de maintien en conditions opérationnelles au niveau des flux qui est entraînée par les standards actuels de données. Et c'est dans tout ça qu'on s'est questionné sur justement quelle réponse pouvait amener Fire à ces problématiques-là. Et pour lesquels on a voulu bien s'entourer. Paul, avant de passer au Fire, est-ce que tu peux nous rappeler combien vous avez de flux et quelle est la charge de maintien à peu près pour avoir un ordre d'idée Alors actuellement, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a entre 5 et 700 flux. Et cette charge-là, elle nous demande globalement 3 personnes quasi à temps complet sur justement ces transmissions de données inter-applications. Ok, donc 3 personnes et 500 flux à maintenir au quotidien. Et le Fire, est-ce qu'il pourrait répondre à alléger cette charge de travail, à réduire ce nombre de flux? Fire, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un nouveau standard à proprement parler. Ça fait plus de 15 ans que ça existe. Voilà. Et c'est un changement de paradigme pour les établissements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'interopérabilité actuelle était en mode push, c'est-à-dire qu'on poussait la donnée vers les logiciels. C'est comme ça qu'on se retrouve avec toutes les startups qui ont une copie de la base patient chez elles. C'est génial d'un point de vue cybersécurité et d'un point de vue Green IT. Par contre, Fire, à l'inverse, on est en mode pull, c'est-à-dire que ce sont désormais les solutions qui viennent chercher l'information. Alors par contre, ça n'est pas magique. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'entre le HL7V2 et le HL7 Fire, on a 30 ans d'écart. Voilà. On a un step technologique assez immense et il faut effectivement réussir à continuer de faire fonctionner l'existant tout en mettant en place ces nouvelles architectures Fire qui vont permettre aux startups non plus de venir réclamer de la donnée, mais de venir la chercher, ce qui va permettre de sécuriser et de s'assurer que les gens n'ont accès que ce à quoi ils ont besoin. Donc, c'est dans ce cadre-là
que nous, on avait été sollicité par le CHU de Toulouse il y a maintenant quasiment 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on a fait un travail de co-construction ensemble pour concevoir une architecture qui permettait de conserver l'existant et d'amener des nouvelles capacités d'interopérabilité. On a appris des expériences aux États-Unis où les projets de migration, de migrer un SI entier vers le standard Fire, se sont tous quasiment soldés par des échecs. Voilà. Et donc, le CHU, depuis maintenant 3 ans, travaille à mettre à disposition les données de façon sécurisée afin de limiter le nombre de connecteurs. Juste pour ma culture, là, nous avons pas mal de personnes dans l'audience. Qui connaît la HL7V2, s'il vous plaît? Ça vous dit quelque chose? Pas tant que ça, d'accord. Et le Fire? Plus. Et qui en a déjà utilisé en pratique? Ok, un peu moins. Merci. Je vais peut-être, justement, moi aussi j'ai une question. Tu as parlé d'architecture justement et du coup ces migrations de données, de comment ça transite. Mais justement, pour ça on a besoin d'un serveur et donc possiblement d'un éditeur qui va justement venir gérer tout ça. Et du coup c'est surtout une question pour Guillaume. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que explique notre choix de justement partir avec vous? Déjà, on a été benchmarké. Donc, pour rappel, on est en transition au CHU de Toulouse. On essaye d'intégrer et on intègre le Fire pour différentes cas d'usage. On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, on a été benchmarké par Firestand, qui a benchmarké 2 solutions, si je me rappelle bien. Oui. Happy et la nôtre, et peut-être une troisième. En plus même. Oui. Plus Plus, ouais. On a 2 éditeurs et Happy. 2 éditeurs. Sans compter nous, donc 3 éditeurs. Avec vous. Le troisième n'a pas donné suite. Donc au niveau de la conformance, pour être sûr que nous respections tous les standards par rapport au Fire, on a été choisi là-dessus. Ensuite, on a été choisi sur des critères conformance, performance. Donc être sûr qu'on est capable de délivrer une performance suffisante. Ce qu'on s'est rendu compte avec le Fire, dès qu'on l'utilise, c'est certaines briques open source ont une montée en charge exponentielle. C'est-à-dire, plus on met de données, plus ça va mettre de temps à répondre. Et au début, tout va bien, et au bout d'un moment, on prend un mur. Intersystème, nous, on a une montée en charge linéaire. Ce qui fait qu'on sait, et on sait prédire quelle va être la charge et comment l'adapter. Il n'y aura jamais de mur. C'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. On a été choisi aussi pour ça. Et à l'époque, c'était assez novateur, c'était sur le support du R5. Donc le Fire vient en différentes versions, tous les 2 ans à peu près, et on supportait le R5. Un des derniers critères de choix, et j'aime beaucoup le CHU de Toulouse pour ça, pour cette prise de risque, c'est qu'ils sont montés sur une architecture plutôt moderne qu'on appelle Kubernetes. Donc en fin de compte, au lieu de faire du cloud public, le CHU de Toulouse a choisi de choisir des architectures cloud, mais en interne. Et donc, on se déploie à travers Kubernetes au CHU de Toulouse. Et on vous a accompagné notamment là-dessus, puisque vous découvriez 2 choses à la fois, Kubernetes et le Fire. Je pense que pour ces 3 raisons, respect du standard, performance, Kubernetes, accompagnement, ça fait partie de vos choix. Ouais, exactement. Et donc là, on parle beaucoup de technique. Mais concrètement, la plateforme, elle est utilisée pour quoi au CHU de Toulouse? Alors actuellement, on a beaucoup de chantiers en cours sur l'alimentation de la plateforme et justement pour permettre ces cas d'usage-là. Et on s'est basé sur un principe par référentiel avec justement des domaines de données. On peut penser notamment par exemple à l'identité des patients et au partage de l'identité. Et l'enjeu principal de ce référentiel, ça va être de réduire les volumes de données en transit. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on envoie souvent tous nos patients aux autres structures qui en ont besoin, alors qu'en fait, ils en ont réellement besoin que de 10 à 20%. Et donc l'objectif, ça va être justement de réduire ce volume de données, tant au niveau du volume de flux transitant qu'au niveau de la fréquence de ces volumes de flux. Ensuite, on va avoir des référentiels qui vont être surtout socles et qui vont nous permettre d'implémenter des nouvelles applications beaucoup plus facilement, comme par exemple le référentiel structure ou le référentiel agent.
qui nous pose beaucoup de problèmes pour l'implémentation de nouvelles applications, puisque c'est des formats qui sont historiques et qui, par exemple, notre fichier structure fait plus d'1 million de lignes, avec du coup à chaque fois des développements spécifiques pour l'intégrer. Et donc l'objectif avec cette standardisation de la donnée qui est apportée par Fire, c'est justement de permettre de faciliter ces intégrations-là. Et après, on peut penser à des référentiels qui du coup seront plus au niveau de la mise en pratique et au niveau directement du soin, comme par exemple le séjour. Le fait de pouvoir partager le séjour, ça nous ouvre justement au niveau du partage avec la médecine de ville. Ça nous permet d'avoir justement une ligne de vie. On peut penser aux jumeaux numériques qui sont pas mal en train d'être développés en ce moment. Ou alors par exemple à la pharmacie. Le fait de représenter un médicament de façon virtuelle via une ressource propre, ça nous permet d'ouvrir beaucoup de cas d'usage. Ça nous permet de mettre en place la CIO ou, par exemple, on n'y est pas encore, mais le référentiel unique d'interopérabilité du médicament qui est proposé par l'ANS, ou même d'utiliser le serveur multiterminologie qui est proposé par l'ANS. Et ça, c'est des cas d'usage qui ne sont pas possibles avec notre gestion des flux actuels, puisque justement, on a un historique et un monolithe qui est beaucoup trop important. Alors, il me semble aussi qu'il y a un autre cas d'usage dont tu ne parles pas, qui a fait un peu de bruit à l'époque, en tout cas dans la communauté Fire. Je crois, Guillaume, que tu as pas mal bossé dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Est-ce que tu sous-entends la sécurité? Je sous-entends exactement la sécurité. Ok. Pour rappel, la HSLV2, puisque peu de personnes sont au courant dans l'audience de ce que c'est la HSLV2, aujourd'hui, c'est des flux d'informations qui ne sont pas en HTTP, qui sont vraiment sur la couche TCP et qui sont poussés. Donc pour partager l'information, typiquement à l'extérieur, par exemple une prise de rendez-vous, on pousse des flux qui ne sont pas en HTTP, qui des fois ne sont même pas sécurisés avec du S, donc chiffré, et ils sont poussés vers l'extérieur. Donc, et on pousse de l'information qui des fois est inutile. Donc ça, c'est un layer de sécurité qui est assez important. C'est quand on passe au Fire, c'est aux personnes de venir consommer. L'avantage de venir consommer, c'est qu'on peut identifier qui consomme. Alors qu'à la base, on pousse, on dit « je te fais confiance, je te pousse quasiment tout et n'importe quoi. Maintenant, avec le Fire, tu viens consommer. » Avant de rentrer dans les détails de cette slide, il va me falloir au moins 50% de l'audience technique. Est-ce que vous êtes plutôt technique et ça vous parle Firewall, O2, authentification? Oui? Je vois pas mal de têtes secouées. Ok. Bon. Faire un petit approfondissement sur cette slide. Pourquoi? Donc, ce qui passe, c'est qu'on a déjà ouvert le réseau pour que les personnes puissent venir se connecter et consommer la donnée Fire. Donc ça, c'est en haut, c'est numéro 1. Si je suis un peu vulgaire, ça casse pas 3 pattes à un canard. La deuxième chose, c'est commencer d'authentifier et de vérifier qui va venir consommer cette donnée. Et donc là, on rentre sur les jeux de tokens via O2, qui est un standard universel. Dès que vous vous connectez sur Google, Facebook, etc., c'est des tokens de type O2 qui sont échangés. Ensuite, on va réduire un petit peu le scope. Donc, on sait qui vient, qui peut consommer la donnée, et dans ce token, on va dire, tu peux consommer le patient en lecture seule. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir consommer d'autres ressources que des ressources patients. Cette partie-là, ce niveau 3, est supportée nativement par le Fire. Ce nom, c'est Smart on Fire. Vous avez déjà dû en entendre parler. En fait, c'est la couche sécurité du Fire. Le CHU de Toulouse ne s'est pas arrêté là. Ils nous ont dit, mais avec ça, ça ne suffit pas. Parce que si quelqu'un peut venir lire les patients, il peut venir lire tous les patients. Et donc, comme on va autoriser des applications spécialisées dans l'oncologie ou le diabète, etc., on veut que la personne qui vienne consommer la démographie patient, par exemple, ait accès à un subset du patient. On a dit, pourquoi pas? On va le développer. Et là, Luc est arrivé et a dit, attention, tu vas le développer, mais pas n'importe comment. Tu vas le développer selon les principes du standard Fire. Donc, on a utilisé une ressource Fire qui nous permet de catégoriser les patients et de dire tel patient fait partie de telle cohorte qui est attaché au token. Dans le token, on dit tu as accès uniquement à cette cohorte. Le CHU de Toulouse ne s'est pas arrêté que là, c'est dit moi je veux bien partager des cohortes de patients avec le monde extérieur, mais je ne veux pas forcément qu'ils aient accès à toute la donnée du patient.
Et c'est là où on arrive à la 5e habilitation. C'est en plus de faire une cohorte, selon la personne qui consomme, ne verra pas l'intégralité de l'information du patient. Typiquement, dans certains cas, on ne divulgue pas, on donne uniquement le nom, le prénom, l'âge, mais pas son adresse. Et c'est ici. Ces 2 derniers niveaux, ce sont par des ressources Fire. Et j'aimerais bien que Paul, tu nous en parles un peu, puisqu'on a développé dessus. Et je crois que maintenant, tu es dans les working group Fire pour faire évoluer cette ressource. C'est ça, merci Guillaume. Effectivement, pour ça, on a utilisé une ressource qui s'appelle Permission et qui est une ressource qui est nouvelle, qui est apparue uniquement dans la release 5 de Fire. Et donc, c'est tout un développement spécifique qu'on a fait à l'intérieur de la plateforme Iris et qui permet, en fait, grâce à cette ressource, de représenter les droits qui sont autorisés pour tel ou tel utilisateur, que ce soit en termes de cohorte de patients ou justement de données à l'intérieur. Et en fait, comme cette ressource est très nouvelle, nos travaux ont beaucoup intéressé justement HL5 International et ce cas d'usage a été implémenté dans leur guide d'implémentation qui va sortir au moment de la sortie de la R6 comme cas d'usage justement officiel pour la ressource Permission. Et nous avons également demandé quelques évolutions pour cette ressource, puisque comme elle est nouvelle, elle n'est pas forcément encore parfaite. Et donc, on a demandé par exemple un changement d'utilisation de la limite ou des nouveaux paramètres de recherche. Et tout ça, c'est des travaux que nous menons avec eux de façon hebdomadaire. Merci. Donc maintenant, on a un serveur Fire sécurisé. Quels sont les prochains cas d'usage ? Alors, on a déjà commencé à faire des expérimentations autour de cette technologie, en particulier avec les urgences, puisqu'effectivement, il y avait un souci au niveau du service des urgences du CHU de Toulouse. Ils avaient une problématique simple, c'était qu'ils n'avaient aucun moyen, avec leur logiciel, de savoir lesquelles de leurs équipes étaient occupées ou pas. Ils devaient aller individuellement sur chaque équipe et regarder si jamais, avec une série de temps, en fonction du statut, savoir s'il y avait un temps dans la colonne arrivé ou pas pour savoir si l'équipe était disponible. Et ça, pour chacune des équipes, pour savoir combien ils en avaient disponible. Donc, la façon dont nous avons abordé ce cas d'usage, ça a été de dire, vous avez des flux qui transitent avec l'information dès qu'il y a une nouvelle demande d'intervention. Et vous avez les différentes étapes. Donc, on va prendre cette information-là et on va convertir le flux vers du Fire pour le mettre dans votre plateforme. Et une fois que l'information est présente, c'est relativement simple de créer une nouvelle application qui va venir consommer la donnée avec une simple recherche basée et afficher les statuts des différentes équipes. On a même été capable d'aller plus loin puisqu'on a fait intervenir du standard HL7 CQL. Je ne sais pas combien on a entendu parler dans la salle. HL7 CQL ? Ouais, ok. C'est un standard qui arrive après le Fire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a structuré la donnée, le HL7 CQL permet de l'exploiter. Donc les usages principaux, c'est soit l'aide à la décision. Typiquement, on va faire des règles d'aide à la décision. Si jamais le patient a telle pathologie et que ses analyses de sang ont telle valeur, alors je lève une alerte, par exemple. Mais on peut également l'utiliser pour la stratification et faire des stats. Donc ça permet, les données sont standardisées, je standardise mes indicateurs et je peux les partager. Donc là, en l'occurrence, on a créé des indicateurs très simples, mais qui consistaient à faire un camembert pour avoir une idée de nombre d'équipes disponibles, nombre d'équipes indisponibles. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler la définition de CQL ? Alors, CQL, c'est Clinical Quality Language. Ça n'est absolument pas le SQL, qui est Search Query Language, et qui est plus pour la partie base de données. C'est un standard HL7 qui vise vraiment, comme je disais, à décrire ces artefacts de connaissances et à les standardiser. Donc voilà, ça, c'est typiquement un cas d'usage d'innovation qui aurait été, je pense, très compliqué à mettre en place avec l'ancienne interopérabilité et qu'on a pu mettre en place, en tout cas d'un point de vue de développement, très rapidement. Merci Luc. Et justement, là, pour l'instant, on est resté très à l'intérieur du CHU. C'est super, on parle que du CHU, moi, j'adore. Mais je pense que l'Endurance aussi pourrait avoir envie de savoir ce qui se passe
autour du CHU et dans d'autres endroits. Et je crois qu'Intersystem mène justement beaucoup de travaux autour de Fire hors du CHU. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Guillaume? Oui, vous n'êtes pas nos seuls clients. Et oui, j'aimerais prendre 2-3 exemples. Notamment l'exemple des EDS. On est un peu chez Intersystem disruptif sur cette idée. Ça vous parle les EDS? Ouais, tout le monde. En fait, nous, on essaye et on a une vision. On se dit que les entrepôts de données de santé, ça serait bien qu'ils soient standardisés et standardisés notamment en Fire. Pourquoi en Fire? Parce qu'en fait, le Fire est un ensemble de données, de ressources. Ces ressources, il y en a 150 à peu près, et ça couvre à peu près toute la vie du patient. Et si on parle de DS, souvent on entend OMOP. Et l'OMOP est un subset du Fire. Donc si on crée des entrepôts Fire, il est plus simple d'aller du Fire vers l'OMOP que de l'OMOP vers le Fire. Puisqu'en fait, l'OMOP ne contient pas toutes les données requises pour le Fire, alors que le Fire contient toutes les données requises pour le OMOP. Donc, on pousse la notion d'EDS sous le format Fire. C'est ce qu'on est en train de faire notamment à l'IPC de Marseille, l'Institut Paul-Calmette de Marseille. On est en train de construire justement cet EDS Fire. Quand on arrive à construire un EDS Fire et qu'on commence à avoir des données Fire, il y a un gros frein, c'est comment exploiter cette donnée. Et tu en as parlé notamment à travers les langages de requêtage. En fin de compte, souvent, pour faire de la donnée en Fire, on n'a que les API Fire. Et c'est très dur, lorsqu'on fait un EDS, on aimerait construire des cohortes, se dire combien j'ai de patients diabétiques sous la tranche d'âge de 20 ans pour pouvoir les cibler et en faire un traitement. Ça peut être un cas d'usage très concret d'un EDS. C'est très difficile d'effectuer cette requête en Fire. Et donc, on a un outil qui est unique sur le marché, qui est la transformation d'un entrepôt Fire en données relationnelles, en SQL. Et cette requête en SQL, elle est très simple. En plus, lorsqu'on transforme en SQL, je ne devrais même pas dire transformer, je devrais dire transposer, parce qu'on ne déplace pas la donnée. Si vous avez un entrepôt Fire qui fait 20 terrains de données, ce n'est pas concevable de la transposer dans une base relationnelle rapidement. Donc du coup, on fait des transpositions tout en gardant la performance. Ça, c'est des cas d'usage qui sont très intéressants. Je crois que vous êtes intéressé plus tard à utiliser cette technologie. On en a d'autres. On a Pozos qui est passé sur notre serveur Fire. On a plein d'autres cas qui se basent là-dessus. Mais je voulais vraiment faire le focus sur le SQL on Fire, parce que ça me tient à cœur et je pense que c'est un frein à l'adoption du Fire de ne pas avoir cet accès relationnel. Et le fait de le rendre possible change complètement le jeu, de mon point de vue. Il me semble que vous avez un cas en Belgique aussi, d'usage du SQL on Fire pour entraîner de l'IA. Oui, en plus, c'est toi qui es dessus. C'est Charles Leroy, là, c'est ça? Ouais. Oui, on en a d'autres en Europe et en Belgique. Je vous invite à faire un tour sur notre stand si vous êtes intéressé. Je serais ravi de même vous faire une démo de ce produit. Mais donc, ça, ce sont les projets Intersystem. Mais côté CHU, c'est quoi la suite? Alors, notre objectif, justement, une fois avoir mis en place tous ces référentiels dont on a parlé, toute cette sécurisation de la donnée, etc., c'est justement de permettre de faciliter l'intégration d'applications au sein du CHU. Donc ça va être vrai pour l'intégration d'applications qu'on veut mettre en production, mais ça pourrait aussi être vrai pour faire des tests d'intégration d'applications. Donc vraiment la création d'une sorte de laboratoire sur lequel des applications pourraient venir s'interfacer avec le CHU pour tester leur gestion de la donnée. Est-ce qu'ils sont capables de s'interfacer avec nous? Est-ce qu'ils sont capables de gérer la charge de données que représente un CHU? Est-ce qu'ils sont capables, ne serait-ce que faire des transferts de données en Fire? Tout ça, en fait, ce sera possible parce qu'avec une donnée donc, catégorisée en ressources, accessible via API et sécurisée, on peut se permettre de justement offrir ce catalogue de données sur lequel des applications pourraient venir tester leur solution directement. Mais comme je disais tout à l'heure, Fire, c'est pas non plus nouveau. Donc je suppose que côté Intersystem, vous avez aussi des nouveautés au niveau technologique qui vont arriver? Oui, je ne sais pas si c'est l'endroit pour faire uniquement la pub d'Intersystem et
et de toutes nos technologies. Mais j'aimerais faire un dernier focus sur ce qu'on a fait, notamment en Mayenne. C'est l'IPS. C'est l'International Patient Summary. En fait, c'est un bundle FHIR qui résume, qui est le dossier patient qui est transportable. Avec un QR code, vous pouvez avoir un QR code. N'importe quel hôpital scanne ce QR code et télécharge votre bundle FHIR, c'est-à-dire tout votre dossier patient de manière interopérable. Et je crois que ce nom IPS, c'est le nom international. Et je crois qu'aussi, il y a la version européenne. Effectivement. Alors, qui est au courant de l'espace européen des données de santé? Levez la main. Qui sait qu'il va falloir l'implémenter pour 2029? Alors, l'espace européen des données de santé, c'est quoi? C'est une réglementation européenne qui vient d'être votée et qui indique que d'ici 2029, les logiciels qui produisent ou exploitent de la donnée vont devoir le faire de façon structurée en utilisant le standard FHIR et en respectant des normes européennes. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir les systèmes d'information hospitaliers, de permettre aux éditeurs d'avoir un marché un peu plus européen, même s'il y aura sûrement des contraintes nationales, et de s'assurer qu'effectivement le dossier médical du patient puisse le suivre où qu'il aille en Europe. Alors, ce sont des travaux qui sont en construction, et nous, on a eu la chance de pouvoir participer aux expérimentations sur l'espace européen des données de santé. Comme je disais, j'ai une autre casquette où je travaille pour H7 Europe, donc j'ai participé notamment à ces projets européens-là. Et nous avons fait une expérimentation entre l'hôpital de Chalon-sur-Saône et la Mayenne sur un transfert de dossier médical à ce format-là entre les deux établissements. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que derrière, ces données-là, on va pouvoir les exploiter pour faire de la décision et pour pouvoir améliorer la qualité des soins du patient. Alors, la problématique, c'est quoi? C'est les compétences qui vont permettre d'implémenter cet espace européen des données de santé. Les compétences sur FHIR sont quand même plutôt limitées en France et on a effectivement très peu de cas d'usage en production. Donc, il y a deux choses qui visent à faciliter l'adoption de cet espace européen des données de santé. Tout d'abord, lors du projet européen ExpandiH, qui a créé le standard de l'EHDS, il y a une initiative d'H7 Europe qui a été la communauté Hospitals on FHIR. Cette communauté vise à créer une communauté d'établissements de santé pour pouvoir partager les expériences, les expérimentations et travailler ensemble à accélérer cette implémentation du FHIR et de l'EHDS. Ensuite, il y a un projet européen qui s'appelle ICSIA, qui vient d'être lancé en janvier de cette année, dont nous avons la chance de faire partie en tant que membre du consortium, qui vise à créer des formations pour les développeurs, mais également pour les soignants, sur cet espace européen des données de santé, sur ce que ça implique, puisque FHIR est un standard technique, mais en revanche, ses usages sont médicaux et ils sont là pour améliorer la vie des soignants et des patients. Et donc, moi, je suis plutôt très excité à l'idée de se dire qu'en 2030, si on respecte le calendrier de l'espace européen des données de santé, nous allons avoir des startups qui vont pouvoir se connecter à l'établissement dans un format standardisé et que cela va ouvrir énormément de nouveaux cas d'usage innovants médicaux qui vont améliorer la vie des patients et des soignants. Voilà. Donc, l'Europe est très dynamique. N'hésitez pas, s'il y a des établissements, à rejoindre la communauté Hospitals on FHIR. Et puis, voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci à tous. Merci. Merci.